Bonjour, je vous remercie de vous être connecté pour ce premier webinaire du département droit public des affaires du cabinet Klein Vénère que nous consacrons à la Cour d'appel de Paris, juge administratif. Ce titre est une forme de clin d'œil. En forme de clin d'œil à un article de doctrine publié il y a déjà bien longtemps par Pierre Delvolvé, entend mettre en évidence cette particularité de la Cour d'appel de Paris qui, lorsqu'elle exerce un contrôle sur les décisions des autorités de régulation, est un juge administratif. Donc, nous avons décidé de consacrer 2 webinaires au contrôle de la Cour d'appel de Paris sur les décisions des autorités de règlement de règlements différents et aux autorités de régulation sectorielle. Un premier webinaire aujourd'hui qui se consacrera à la présentation du recours et aux problématiques que peuvent poser l'attribution de ce contrôle à la Cour d'appel de Paris. Et un deuxième webinaire probablement au mois de septembre qui sera consacré à l'efficacité du contrôle exercé par la Cour d'appel de Paris sur les décisions des autorités de régulation et à la question de savoir ce que l'on peut attendre une partie lorsqu'elle exerce un tel recours devant la Cour d'appel de Paris. Le webinaire donc se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je présenterai la procédure de règlement différent et la problématique de l'attribution de la compétence à la Cour d'appel de Paris, et dans un deuxième temps, ma consoeur Virginie Delannoy présentera les grandes lignes des recours qui peuvent être formés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions des autorités de régulation sectorielle. Dans un troisième temps, nous répondrons, s'il y en a, à vos questions. Alors, ces questions, vous pouvez les poser par écrit dans la partie questions qui se présente dans la colonne de droite de votre écran, et nous y répondrons donc à l'issue de nos présentations, le cas échéant en vous donnant la parole si vous le souhaitez, mais si nous vous donnons la parole, sachez que vous êtes filmé et que l'enregistrement de cette présentation sera disponible sur nos instruments de communication, donc sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube qui est en cours de constitution. Voilà, donc je vais commencer, je vous demande une seconde, je vais commencer cette présentation sur la Cour d'appel de Paris, juge administratif. Donc, cette présentation, comme je vous l'ai dit, elle est faite par le département droit public des affaires du cabinet Klein Vénère que vous connaissez pour certains d'entre vous, en tout cas pour l'avoir pratiqué depuis plusieurs années, mais sous une autre appellation, puisque le cabinet Klein Vénère est un cabinet qui vient de se créer au printemps dernier, 1er avril, 2 avril d'ailleurs, je crois que nous avons choisi quand même la date du 2 avril 2021 pour créer notre cabinet, qui est donc le fruit de la fusion de 2 cabinets anciennement implantés à Paris, le cabinet KGA, anciennement Klein Godard, et encore plus anciennement cabinet Klein, qui avait été créé en 1973 par Théo Klein, et le cabinet Vénère, également présent à Paris depuis les années 70 et qui a la particularité d'avoir été créé par des avocats allemands exerçant leur activité à Paris. Donc, c'est un changement dans la continuité puisque nous maintenons, comme vous le voyez à l'écran, notre département de droit public des affaires et de régulation des activités de réseau, des industries de réseau, et nous nous coordonnons désormais avec des nouvelles activités ou des activités qui se sont développées sous des angles différents au sein du cabinet Vénère, et nous pouvons désormais avoir une activité plus nourrie dans certaines activités de réseau, notamment en droit de l'énergie et dans d'autres pans du droit public, que ce soit le droit de la commande publique, le droit de l'urbanisme, de l'environnement ou le droit de la construction. Mais aujourd'hui,
nous allons parler plus précisément de régulation sectorielle et en particulier de cette procédure particulière de règlement de différends, qui est une procédure aujourd'hui qui arrive à maturité, même si elle est finalement relativement jeune. En repréparant cette présentation, nous nous sommes aperçus, et finalement l'événement est involontaire, il y a une pure coïncidence, mais que cette procédure de règlement de différends, nous allons bientôt fêter ses 25 ans, puisqu'elle a été introduite dans le droit français par la loi du 26 juillet 1996 qui ouvrait à la concurrence le secteur de ce que l'on appelait à l'époque les télécommunications. Donc en 1996, on a créé la première autorité administrative indépendante de régulation sectorielle d'une industrie de réseau, et autorité de régulation des télécommunications, qui ne faudra pas confondre avec une autre autorité que nous verrons bientôt, celle que l'on appelle aujourd'hui l'ART, qui est l'autorité de régulation des transports. Et l'autorité de régulation des télécommunications a été dotée par le législateur, en particulier, ce n'est naturellement pas son seul pouvoir, d'un pouvoir de règlement de différends qui était à l'époque une innovation dans le droit interne et qui résultait d'une obligation de transposition d'obligations communautaires. Cette procédure de règlement de différends a été étendue progressivement à l'ensemble des industries de réseau, et l'ensemble des autorités de régulation sectorielle ont été dotées d'un tel pouvoir. Alors c'est vrai, dès 2000, avec la création de la Commission de régulation de l'électricité, qui devient en 2003 Commission de régulation de l'énergie, qui se voit dotée donc dans le secteur de l'électricité par la loi du 10 février 2000 d'un pouvoir de règlement de différends entre les utilisateurs des réseaux électriques et les exploitants de ces réseaux, c'est-à-dire essentiellement à l'époque EDF qui n'est pas encore filialisé. Et ce pouvoir de règlement de différends est étendu au secteur gazier par la loi du 3 janvier 2003. On ne se arrête pas là, puisqu'en 2005, l'ART, autorité de régulation des télécommunications, devient l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et se voit doté d'un nouveau pouvoir de règlement de différends, cette fois-ci dans le secteur postal. On ne s'arrête pas là également, puisqu'en 2009, on crée une autorité de régulation dans le secteur ferroviaire qui s'ouvre à la concurrence, qui est l'ARAF, et qui se voit là également dotée dans le secteur ferroviaire d'un pouvoir de règlement de différends. L'ARAF deviendra ARAFER, puis autorité de régulation des transports, et son pouvoir de règlement de différends sera étendu notamment au secteur, au transport public routier. Et enfin, une quatrième autorité de régulation se voit dotée d'un pouvoir de règlement de différends, mais nous verrons qu'elle est un peu en marge de notre sujet, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'est vu doté également d'un pouvoir de règlement de différends en 2004. Donc, vous voyez, une procédure relativement jeune, puisqu'elle n'a aujourd'hui que 25 ans, mais qui se répand progressivement dans l'ensemble des secteurs régulés, et on le verra, parfois, elle se répand un peu par copier-coller, on copie les procédures de règlement de différends d'un secteur à un autre, en y introduisant parfois quelques nuances, notamment dans le déroulement des procédures, mais en maintenant une caractéristique commune qui est la suivante, c'est que les autorités de régulation sectorielle, lorsqu'elles adoptent une décision de règlement de différends, adoptent une décision administrative qui a pour autant toutes les allures d'une décision juridictionnelle. Alors, pourquoi la décision de règlement de différends a l'allure d'une décision juridictionnelle? Parce que cette décision règle en droit et parfois en équité un litige qui oppose deux parties,
et par une décision qui s'impose à ses parties. Cette décision, comme en matière juridictionnelle, est rendue par un organisme collégial auquel on applique des principes qui sont traditionnellement ceux applicables aux juridictions, principes du contradictoire, principe d'impartialité, principe d'indépendance, qui ne sont pas inconnus dans le droit administratif classique, mais qui sont quand même, qui font l'objet d'une approche plus riche en matière juridictionnelle, et décisions et procédures applicables aux autorités de régulation sectorielle, auxquelles s'applique également l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, lui, est une disposition qui, normalement, s'applique à un tribunal. Donc, ces décisions ressemblent à des décisions juridictionnelles. Elles ne sont pour autant pas des décisions juridictionnelles. Ces décisions des autorités de régulation sectorielle sont très clairement qualifiées de décisions administratives, tout d'abord par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1996 sur la loi sur les télécommunications, mais le Conseil constitutionnel n'a en réalité rien inventé. Si la décision est qualifiée d'administrative par le Conseil constitutionnel, c'est tout simplement parce qu'il résulte clairement de la loi que le législateur a entendu lui donner une telle qualité, notamment en ne prévoyant pas que ces décisions sont susceptibles d'appel, mais en prévoyant que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris. C'est naturellement ce recours dont on va parler. Quelle est la conséquence du fait que la décision de règlement de différend est une décision administrative? C'est tout d'abord qu'elle est exécutoire en vertu d'un principe fondamental du droit public qui veut que toute décision administrative est dotée de l'effet exécutoire. La conséquence de cet effet exécutoire, c'est que le législateur doit prévoir une possibilité pour les parties d'obtenir un sursis à exécution devant la juridiction compétente. Cette procédure de sursis à exécution existait de longue date devant le juge administratif. C'est un sursis à exécution et depuis 2000, c'est un référé suspension. Devant la Cour d'appel de Paris, elle n'existait pas lorsque l'on avait affaire à un recours en annulation et en réformation, et donc cette procédure de sursis est prévue à chaque fois par les textes qui édictent et qui définissent la procédure applicable au recours formé contre les décisions de régulation sectorielle. Cette nécessité d'un recours, d'un sursis, de la possibilité d'obtenir le sursis devant la Cour d'appel de Paris résulte d'une exigence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 23 janvier 1987 relative au contentieux des décisions à l'époque du Conseil de la concurrence, déclaré inconstitutionnel les dispositions qui attribuaient la compétence du contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la Cour d'appel de Paris au motif que n'existait pas une telle procédure de sursis, et le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu de l'objet et de la portée des décisions du Conseil de la concurrence, l'existence d'une possibilité d'obtenir le sursis à exécution de ces décisions faisait partie intégrante du respect du droit de la défense. Et donc, c'est la raison pour laquelle des procédures de sursis sont prévues aujourd'hui. Nous le reverrons dans le cours de notre présentation. Je fais juste une incise. Peut-être y aurait-il matière à réfléchir sur l'efficacité des procédures de sursis devant la Cour d'appel de Paris et sur la question de savoir si, compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris sur le sursis à exécution, le principe du droit de la défense tel qu'il est défini par le Conseil constitutionnel, donc il y aurait matière à se demander si ce principe du respect du droit de la défense est véritablement bien respecté compte tenu, encore une fois, des conditions très strictes que pose la Cour d'appel de Paris à la possibilité d'obtenir un sursis à exécution et finalement à la quasi-impossibilité d'obtenir un tel sursis devant la Cour d'appel de Paris. Mais je m'avance, nous reverrons ces points soit ultérieurement, soit lors de la prochaine séance de notre
webinaire. Alors, comme je vous le disais, la décision des autorités de régulation sectorielle est une décision administrative et pour contester cette décision administrative, le législateur a créé une voie de recours spécifique. Pourquoi une voie de recours spécifique? Tout d'abord parce que le législateur a précisé que les décisions des autorités de régulation sectorielle pouvaient faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. C'est donc un recours spécifique puisque, en l'absence de telle précision, le recours qui aurait été formé à l'encontre des décisions de régulation sectorielle aurait été un recours en excès de pouvoir, c'est-à-dire un recours uniquement tendant à l'annulation de la décision. Le législateur n'a pas entendu se limiter à un recours pour excès de pouvoir, qui est un recours qui peut paraître sur ces sujets un peu frustre, puisqu'il ne permet au juge que d'annuler une décision ou de rejeter le recours formé par une des parties. Le législateur a donc prévu la possibilité, le recours en pleine juridiction, c'est-à-dire a prévu un office du juge beaucoup plus riche que celui du juge de l'excès de pouvoir, puisque le juge de pleine juridiction peut donc non seulement annuler la décision, mais il peut la réformer, c'est-à-dire la modifier et substituer sa décision à celle du régulateur, ce qui nous conduira ou évoquera le thème du deuxième webinaire, à savoir la question de savoir si la Cour d'appel de Paris non seulement est un juge administratif, mais est également un régulateur dans la mesure où elle peut substituer ses décisions à celles du régulateur. C'est un recours en annulation ou en réformation, mais c'est un recours qui est un recours judiciaire, puisqu'il doit être porté, précise en général les lois, en tout cas pour 3 des autorités de régulation sectorielle, il doit être porté devant la Cour d'appel de Paris. Mais la Cour d'appel de Paris, lorsqu'elle statue sur les décisions des autorités de régulation sectorielle, n'est pas une juridiction judiciaire et n'est pas une juridiction d'appel. La Cour d'appel de Paris donc, statue sur des décisions administratives, et c'est pour cela qu'on a pu la qualifier, lorsqu'elle statue sur de tels recours, de juge administratif, puisqu'elle statue encore une fois sur la légalité et la validité de décisions administratives, mais elle n'est pas non plus juge d'appel, puisqu'il s'agit bien d'un recours de première instance devant la Cour d'appel de Paris. Et donc, la conséquence, c'est que les dispositions, notamment du Code de procédure civile relatives à la procédure d'appel, ne s'appliquent pas aux recours formés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions de régulation sectorielle. Les règles de procédure qui s'appliquent à de tels recours sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires propres à chaque procédure de règlement différent, et l'on applique par défaut, dans le silence des textes, les règles du Code de procédure civile, mais le principe n'est pas celui de l'application de ces règles du Code de procédure civile. Alors, pourquoi la Cour d'appel de Paris est-elle compétente? Normalement, et l'on va voir que cela pourrait poser des difficultés, les décisions de règlement différents étant des décisions administratives, leur contentieux devrait relever du juge administratif en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel ou reconnu ou découvert par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987, principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel les décisions unilatérales adoptées par les autorités exécutives, les autorités administratives, relèvent dans le contentieux de l'annulation ou de la réformation, en dernier ressort, toujours du juge administratif. Il y a donc une constitutionnalisation d'un socle de compétences du juge administratif, et le juge administratif est constitutionnellement compétent
pour connaître du contentieux, de la réformation, de l'annulation des décisions administratives. Donc, l'attribution à la Cour d'appel de Paris du contentieux des autorités de régulation déroge à ce principe. Alors, cette dérogation, elle n'est pas anticonstitutionnelle, en tout cas pas en elle-même, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 janvier 1987, a admis qu'on puisse prévoir une dérogation, justement, à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République et confier à l'ordre juridictionnel principalement intéressé la connaissance du contentieux de l'annulation ou de la réformation de décisions administratives lorsque l'application normale des règles de compétence juridictionnelle emporterait un partage des contentieux entre les deux ordres de juridiction. Donc, ces décisions, ces règles constitutionnelles ont été dégagées à propos du contentieux des décisions adoptées à l'époque par le Conseil de la concurrence, aujourd'hui de l'autorité de la concurrence en matière de répression des abus de position dominante ou des ententes anticoncurrentielles. Pour le dire très vite, pourquoi a-t-on admis à l'époque que la Cour d'appel de Paris pouvait être compétente pour connaître des décisions de l'autorité de la concurrence? Parce que tout un pan du droit de la concurrence relevait par nature du juge, de la compétence du juge judiciaire, c'était notamment l'aspect pénal du droit de la concurrence, qui relève naturellement du juge pénal, c'était également l'aspect civil et commercial du droit de la concurrence, qui relève des juges civils et commerciaux, et donc le juge administratif aurait eu une compétence résiduelle, finalement, en matière de droit de la concurrence, et donc le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, transférer l'ensemble des questions relatives aux abus de position dominante et aux ententes anticoncurrentielles à la Cour d'appel de Paris. Il en va un petit peu de même des décisions de règlement différents, avec l'attribution de la compétence à la Cour d'appel de Paris, du contentieux en matière de communication électronique et de régulation postale à la Cour d'appel de Paris. Pourquoi? Parce que en 1996 et en 2005 d'ailleurs pour la Poste, mais en 1996, les contentieux qui existent en matière de régulation dans le secteur des télécommunications opposent des opérateurs économiques privés dont les régulations sont des décisions de droit privé et qui peuvent être alternativement portées soit devant l'autorité de régulation sectorielle, soit devant les juridictions judiciaires compétentes. Et donc, il y aurait pu y avoir une scission des contentieux si l'on avait attribué la connaissance des décisions de l'ARCEP au Conseil d'État. Il en va de même en matière d'énergie, dans la mesure où les règlements différents portent sur les relations entre les utilisateurs de réseau et les gestionnaires de ces réseaux. Or, l'activité de gestion de réseau, notamment en matière électrique, c'est un petit peu plus nuancé en matière gazière, est une activité de service public industriel et commercial, et que le contentieux entre les utilisateurs d'un service public industriel et commercial, entre les usagers d'un service public industriel et commercial et les gestionnaires de ce service public sont, depuis la jurisprudence Bagdeloka, dont je crois nous fêtons le centenaire cette année, est un contentieux judiciaire. Donc là, pour les mêmes raisons, on attribue le contentieux des autorités de régulation, de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlements différents au juge judiciaire pour qu'il n'y ait pas de scission de compétences ou de compétences concurrentes entre les deux ordres de juridiction. On fait la même chose par un jeu de copier-coller s'agissant du contentieux des décisions de régulation des transports, donc notamment en matière ferroviaire, par un jeu de copier-coller en se disant que ce contentieux va opposer des opérateurs économiques, soit parce qu'ils sont concurrents de l'opérateur historique, soit parce qu'ils utilisent les infrastructures essentielles, notamment le réseau ferroviaire ou les gares, dans une relation, là encore, d'usager d'un service public industriel et commercial à un gestionnaire du service public industriel et commercial, et que ces relations
sont des relations de droit privé, et l'on voit pourtant qu'en matière d'autorité de régulation des transports, la logique n'est pas imparable, la logique qui consiste à attribuer la compétence des décisions de règlement différents au juge judiciaire n'est pas imparable, puisqu'une partie des décisions rendues par l'autorité de régulation des transports, notamment en matière ferroviaire, concerne non pas des relations de droit privé, concerne non pas des questions de droit privé, mais des questions de droit public, puisqu'une partie des règlements différents concerne aujourd'hui les relations entre l'autorité organisatrice des transports, et notamment du transport, mais pas exclusivement, du transport régional, c'est-à-dire les régions, et les opérateurs qui vont exploiter ces services de transport régional, et les relations qui lient l'autorité organisatrice des transports à ces opérateurs, ce sont des relations de droit public. Les contrats qui sont passés entre ces deux personnes morales sont des contrats de droit public, ce sont des contrats d'ailleurs partiellement régis par le Code de la commande publique, et ce sont des contrats administratifs, ce sont des contrats de concession, et la logique pourrait être de porter le contentieux de ces décisions de règlement différents plutôt devant le juge administratif. Ceci étant dit, le législateur a attribué la compétence à la Cour d'appel de Paris, la loi est promulguée, la compétence de la Cour d'appel de Paris ne pourra pas être remise en cause par une question prioritaire de constitutionnalité parce que la répartition des compétences entre les ordres de juridiction ne relève pas des droits et libertés garantis par la Constitution, et donc les dispositions prévoyant la compétence de la Cour d'appel de Paris ne pourraient pas être contestées par le biais d'une QPC. Peut-être pourrait-elle être contestée dans le cadre d'un contrôle a priori par application d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1985 qui admet que dans le cadre d'un contrôle a priori, donc dans le cadre de recours formés par 60 députés ou 60 sénateurs, la constitutionnalité d'une loi promulguée puisse être contestée, donc à l'occasion d'un recours formé contre une loi venant en modifier le champ d'application ou la portée. Donc, par exemple, pour l'autorité de régulation des transports, peut-être une partie de la compétence de la Cour d'appel de Paris pourrait être contestée si une nouvelle loi venait modifier la portée ou le champ d'application de la procédure de règlement de différend. Mais c'est une pure hypothèse, j'avoue que je n'ai pas de position arrêtée sur le sujet. On voit également que la logique de l'attribution à un juge ou à un autre de la compétence en matière de règlement de différend n'est pas imparable, puisque les litiges relatifs donc les contentieux relatifs aux décisions de règlement de différend rendus par le CSA, qui portent sur des litiges relatifs à la distribution d'un service de radio ou de télévision, relèvent, eux, du Conseil d'État, du juge administratif, mais du Conseil d'État en premier et dernier ressort, alors que ces litiges ne portent que sur des questions de droit privé et opposent des opérateurs privés. Donc, on voit qu'il y a un certain désordre. En tout cas, on n'est pas dans un jardin à la française lorsque l'on étudie la compétence du juge pour connaître des décisions de règlement de différend. Ce qui est en tout cas marquant, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé pour l'autorité de la concurrence, il n'y a jamais eu de problème de compétences qui ont été soulevés par les parties s'agissant de la compétence de la Cour d'appel de Paris. On le sait, la question de la compétence de la Cour d'appel de Paris et par là même la question de la compétence de l'autorité de la concurrence pour connaître de certaines activités des personnes publiques qui avaient un objet ou un effet économique a fait l'objet de longs débats dans les années 80 et 90, et il n'a pas fallu moins de 3 arrêts du tribunal des conflits pour définir de manière à peu près stable aujourd'hui ce qui relève de la compétence du Conseil de la concurrence, de l'autorité de la concurrence et de la Cour d'appel de Paris, et ce qui n'en relève pas. Et le tribunal des conflits a ainsi pu définir le champ d'application, non pas le champ d'application du droit de la concurrence, mais le champ d'application de la compétence de l'autorité de la concurrence, certaines activités administratives étant soumises au droit de la concurrence,
le droit de la concurrence s'appliquant à ces activités, mais selon la jurisprudence du tribunal des conflits, sous le contrôle, non pas de l'autorité de la concurrence, mais du juge administratif. Donc, ce sont par 3 arrêts que vous voyez affichés à l'écran que le tribunal des conflits a pu tracer une ligne claire entre ceux qui restent, y compris en matière de droit de la concurrence, de la compétence du juge administratif et ceux qui relèvent de la compétence de l'autorité de la concurrence. Il pourrait y avoir des sujets comparables en matière de régulation sectorielle, mais il n'y en a pas eu pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas eu de procédure d'élévation de conflit devant le tribunal des conflits et le tribunal des conflits n'a jamais été amené à se prononcer sur ce que pourraient être les limites de la compétence d'une autorité de régulation sectorielle en matière de règlement de différends. La question aurait pu se poser à plusieurs reprises, notamment, j'ai souvenir d'un sujet en matière de communication électronique, où dans le cadre d'un règlement de différends, l'autorité de régulation sectorielle, puis la Cour d'appel de Paris, était amenée à se prononcer sur le contenu d'un contrat de délégation de service public et donc à modifier le contenu de ce contrat de délégation de service public, donc d'un contrat de droit public, et donc se prononcer sur une question de droit public. Il pouvait y avoir un sujet, savoir si la compétence de l'autorité de régulation et de la Cour d'appel de Paris allait jusque-là. Il y a eu également des décisions de la Cour d'appel de Paris rendues en 2016 en matière ferroviaire, sur les documents de référence de réseau et documents de référence des gares, où la Cour d'appel de Paris, finalement, certes, a soutenu qu'elle n'adoptait pas une position réglementaire, qu'elle ne modifiait pas une position réglementaire et a soutenu que l'autorité de régulation n'adoptait pas, dans le cadre d'un règlement différent, une décision réglementaire. Toutefois, la Cour d'appel de Paris et l'autorité de régulation prenaient une décision qui aboutissait nécessairement à la modification d'un acte réglementaire et là encore, se prononcer sur une question de droit public. Il y avait peut-être un sujet sur lequel le tribunal des conflits aurait pu trancher, mais il n'y a pas eu de procédure d'élévation de conflit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence du tribunal des conflits qui viendrait préciser la compétence de l'autorité de régulation sectorielle. Quelle est, et j'en terminerai là, la portée du contrôle de la Cour d'appel de Paris sur les décisions de règlement de différends? Ce que l'on constate, et on se limitera à une approche quantitative aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement un nombre relativement restreint de décisions de la Cour d'appel de Paris se prononçant sur les décisions de règlement de différends. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a relativement peu de décisions de règlement de différends. J'en ai dénombré, alors le chiffre n'est sans doute pas exact à l'unité près, disons, pour arrondir, il y a moins de 600 décisions de règlement de différends pour les 3 autorités de règlement de différends confondues. Donc, pour des procédures qui, pour la plus récente, existent maintenant depuis plus de 10 ans, on voit que le chiffre est finalement relativement peu élevé, puisque finalement, ça nous fait probablement entre 10 et 20 décisions de règlement de différends par an, alors même que dans certains secteurs, le potentiel est très élevé, notamment dans le secteur de l'énergie, puisque tout utilisateur de réseau peut former une demande de règlement de différends devant le régulateur et tout utilisateur de réseau, c'est-à-dire vous et moi. Donc, il y a des millions de demandeurs potentiels devant le COR-10 et pour autant, il y a très peu de demandes. Sur ces 600 décisions de règlement de différends, il n'y a eu environ que 200 recours devant la Cour d'appel de Paris. Donc, on voit que c'est là encore très peu, moins de 10 recours par an pour les 3 autorités de régulation confondues. Et la Cour d'appel de Paris n'a rendu que 150 décisions au fond, à peine 150 décisions. Et sur ces 150 décisions, sur ces 150 recours, elle en a rejeté 130 et elle n'a censuré que moins de 20 décisions, soit en procédant à des annulations totales, soit en procédant à des annulations partielles ou à des réformations. Donc on voit
que ce contentieux est quand même encore un contentieux de niche, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a très peu, voire pas du tout, d'arrêts de principe qui viendraient définir ce que sont les pouvoirs d'une autorité de règlement différent. La jurisprudence est finalement plutôt pointilliste. Il faut aller voir chacun des arrêts pour en essayer d'en dégager, et parfois les arrêts sont contradictoires, pour dégager les grandes lignes de ce qu'est la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Il y a d'autant moins d'arrêts de principe qu'il y a peu de pourvois en cassation. Je n'ai dénombré qu'une trentaine de pourvois en cassation depuis 25 ans contre des décisions de règlement de différends formées donc par les parties. Voilà pour cette première présentation de cette procédure de règlement de différends. J'étais un petit peu long et je vous prie de m'en excuser, et je cède la parole à ma consoeur Virginie Delannoy qui va vous présenter les grandes lignes de ce qu'est ce recours, ce que sont ces recours que l'on peut former devant la Cour d'appel de Paris. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais me concentrer sur les aspects procéduraux devant la Cour d'appel de Paris, donc contre les décisions de règlement de différends. Donc, j'aborderai de manière assez banale le point de savoir qui, quand et comment. Alors, qui est en présence devant la Cour d'appel de Paris? Alors, naturellement, le recours, nous disent les textes, est ouvert aux parties. Les parties, eh bien, ce sont les parties au règlement de différends. Les parties, ce ne sont pas les tiers, et la question a pu se poser de la recevabilité du recours de tiers contre des décisions de règlement de différends, si la décision fait grief à ce tiers. Alors, j'ai un exemple topique en tête dont Marc avait parlé tout à l'heure, c'est celui notamment du contrat de délégation de service public. En l'occurrence, c'était un contrat passé entre la région Réunion et un délégataire pour l'établissement, le déploiement d'un réseau de fibre optique, le délégataire devant l'établir, puis l'exploiter. Et l'un des usagers, donc un opérateur qui achetait des capacités sur ce réseau, était venu se plaindre auprès de l'ARCEP du fait que les tarifs étaient trop élevés, les tarifs pratiqués par le délégataire. Or, ces tarifs figurent dans la convention de délégation de service public conclue entre la région et le délégataire, et donc participe de l'équilibre économique de la concession et éventuellement du montant de la subvention qui peut être attribuée au délégataire. La région Réunion ne pouvait pas être partie devant l'ARCEP. L'ARCEP ne pouvait pas l'appeler en intervention forcée puisque les textes ne le prévoyaient pas. Donc, toute la procédure s'est déroulée en dehors de la région. Le délégataire auquel l'ARCEP avait demandé de baisser ses tarifs a fait un recours devant la Cour d'appel de Paris, et là encore, la région Réunion ne pouvait pas être présente, sauf à intervenir volontairement dans la cause, ou bien en intervention forcée. Elle n'est pas intervenue volontairement, et les parties, le défendeur qui avait obtenu ce qu'il voulait n'avait aucun intérêt, ne souhaitait pas poursuivre la procédure, et le demandeur, quant à lui, n'avait aucun intérêt à appeler la région dans la cause. Finalement, la Cour d'appel de Paris a dû annuler la décision de l'ARCEP parce que la région Réunion n'avait pas été appelée dans la cause, alors que les textes ne permettaient pas. On était vraiment dans une impasse, si bien que les textes ont fini par être modifiés pour permettre, dans ce cas de figure très précis, à l'autorité concessionnaire, donc la personne publique, pour lui permettre d'être présente, que ce soit devant l'ARCEP en tant que partie, ou devant la Cour d'appel de Paris, et devant la Cour d'appel de Paris en tant que partie également. Voilà, c'est vraiment, et ce cas de figure peut se reproduire, je pense, notamment en matière de transport, puisqu'il s'agit également de contrats de concession. Mais pour l'instant, en tous les cas, seul le Code des postes et des communications électroniques a fait l'objet d'une modification pour intégrer ce cas particulier. Sinon, les tiers n'ont que la possibilité d'intervenir volontairement sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile. La Cour d'appel de Paris l'a jugé ainsi, puisque les dispositions supplétives, des spécifiques
prévues par les codes, ne prévoyant rien sur l'intervention volontaire, eh bien, la Cour d'appel de Paris a considéré que le tiers pouvait intervenir de cette façon. L'autorité qui a rendu la décision peut présenter des observations si elle le juge utile. Alors, elle a une place très particulière, l'autorité de régulation, puisque, nous disent les textes, elle n'est pas une partie. Les textes font bien la distinction entre les parties et l'autorité de régulation. Elle peut présenter ses observations si elle le juge utile, donc c'est en opportunité qu'elle décide d'intervenir ou pas. À notre connaissance, l'autorité de régulation intervient pratiquement systématiquement pour défendre sa décision. Alors, elle n'a pas la qualité de partie, ce qui a des conséquences sur le contenu de ses observations. En particulier, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'elle ne pouvait pas soulever des fins de non-recevoir ou des irrecevabilités puisque ce sont des moyens qui n'appartiennent qu'aux parties. Elle est là pour défendre sa décision et c'est tout. Pour autant, elle a quand même un champ assez large dans la mesure où elle peut procéder à une substitution de motifs et exprimer de nouveaux arguments pour justifier sa décision. Elle n'est pas limitée par les termes mêmes de sa décision. Il lui est tout à fait possible d'apporter de nouveaux arguments. Elle a le rôle un peu d'amicus curiae, c'est-à-dire qu'elle est là vraiment pour donner à la Cour d'appel toutes les ficelles, toutes les données qui vont lui permettre d'apprécier la légalité de la décision de règlement différent. Une autre des conséquences, c'est que l'autorité n'étant pas une partie, elle ne peut pas être condamnée au titre de l'article 700 au paiement de frais irrépétibles. Et également, on a considéré que l'autorité de régulation ne pouvait pas être présente devant la Cour de cassation. Alors, cela a posé certaines difficultés puisqu'il est arrivé que l'autorité souhaite quand même, là encore, défendre sa décision qui avait été annulée par la Cour d'appel de Paris. Dans ces cas-là, elle produisait des observations devant la Cour de cassation, mais qui étaient systématiquement jugées irrecevables, tant et si bien que les textes ont été modifiés pour permettre aux autorités de régulation de présenter des observations devant la Cour de cassation. Enfin, la Cour de cassation, donc on aurait pu aussi, et c'est un des moyens qui a été très généralement soulevé par le requérant devant la Cour d'appel de Paris, c'est celui tiré de la rupture de l'égalité des armes, puisque l'autorité de régulation qui défend sa décision et naturellement par tropisme se trouve aux côtés du défendeur auquel la décision est favorable. La Cour de cassation a rappelé que l'appréciation de l'égalité des armes n'était pas strictement numérique, mais qu'à partir du moment où le requérant avait la possibilité de répliquer aux observations de l'autorité, il n'y avait pas de méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une autre personne qui est présente devant la Cour d'appel de Paris, c'est le ministère public qui, par l'an dernier, qui produit ses observations et qui les transmet aux parties il représente l'intérêt général. Alors, le ministère public a malheureusement assez peu de moyens, si bien que très généralement, il reprend les arguments de l'autorité de régulation. Alors, quand peut-on former le recours? Alors, comme en matière de recours pour excès de pouvoir, le recours devant la Cour d'appel de Paris est enfermé dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision de règlement de différend. La notification de la décision doit mentionner les voies et délais de recours. Donc, à partir de ce moment-là, le requérant dispose d'un délai d'1 mois, qui est un délai franc, pour déposer une déclaration de recours accompagnée d'un exposé sommaire des moyens. Ça, il doit le faire dans ce délai d'1 mois. Puis, à partir du moment où il a déposé l'exposé sommaire des moyens, il dispose d'un nouveau délai d'1 mois pour déposer son exposé complet des moyens. Alors,
il y avait une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui estimait que lorsque le requérant ne déposait pas son exposé complet des moyens, son recours était irrecevable. La Cour de cassation a mis fin à cette jurisprudence par un arrêt de 2016, société ERDF. Elle casse l'arrêt et de la Cour d'appel de Paris qui avait déclaré le recours irrecevable pour défaut de production de l'exposé complet des moyens. Elle considère que ce qui compte, c'est que la déclaration de recours et l'exposé sommaire des moyens aient été produits dans le délai d'un mois. Après, le requérant est libre de déposer ou pas son exposé complet des moyens. Si l'exposé sommaire est déjà suffisamment complet, il n'a peut-être pas le souhait d'aller plus loin. En revanche, s'il dépose malgré tout un exposé complet des moyens, mais en dehors de ce délai d'un mois, la conséquence, ce n'est pas l'irrecevabilité du recours dans son entier, c'est l'irrecevabilité simplement de l'exposé complet des moyens. Alors, la conséquence de l'expiration du délai de recours, elle est double. D'abord, une forclusion, c'est-à-dire que le requérant, il n'y a plus de possibilité de former un recours devant la Cour d'appel de Paris à partir du moment où ce délai d'un mois est expiré, que ce soit un recours principal ou un recours incident. Alors, on peut s'interroger et on a eu des hypothèses dans lesquelles les défendeurs avaient souhaité déposer des conclusions incidentes. Elles ont été déclarées systématiquement irrecevables par la Cour d'appel de Paris parce que produites en dehors du délai de recours contre la décision de règlement de différend. La difficulté, c'est qu'il arrive que la décision de règlement de différend ne donne pas entièrement satisfaction à toutes les demandes de la partie requérante. Donc, il y a un équilibre et la partie qui a introduit la demande de règlement de différend peut se dire, la décision satisfait à une partie de mes demandes, je ne vais pas aller plus loin. Cependant, si la partie adverse décide d'introduire un recours, alors l'équilibre est rompu et le bénéficiaire de la décision peut estimer à ce moment-là que, comme l'autre partie remet en cause cet équilibre, il aurait lui aussi intérêt, finalement, à se battre sur les autres demandes pour lesquelles il n'a pas obtenu satisfaction. Eh bien, en l'état des textes, il ne peut pas le faire, sauf si le requérant a introduit son recours dans les 15 jours, alors ça lui laisse la possibilité dans les 15 jours restants d'introduire des conclusions incidentes, mais c'est quand même extrêmement rare et très souvent, le requérant introduit son recours vraiment à la dernière limite du délai parce que le délai d'un mois est quand même finalement assez court. Si bien que le défendeur n'a plus la possibilité de déposer de conclusions incidentes. Alors, il y a juste pour une autorité de régulation où les textes sont différents, c'est pour l'autorité de régulation des transports. En effet, le défendeur qui n'aurait pas déposé de recours a toujours désormais la possibilité de déposer un recours incident malgré l'expiration du délai de recours contre la décision de règlement de différend. C'est le seul cas pour les textes concernant le corps 10, enfin les décisions de règlement du corps 10 ou les décisions de règlement de l'ARCEP ne prévoient pas une telle possibilité. Alors, ça, c'est la première conséquence, la forclusion. La seconde conséquence, c'est la cristallisation des moyens. Alors, cela signifie qu'une fois que le délai de recours est expiré, il n'est plus possible de soulever de nouveaux moyens. C'est comme devant le juge administratif. On a pu se poser la question de savoir ce qu'il fallait entendre par délai de recours, si c'était le délai de recours au sens strict, c'est-à-dire le délai d'un mois, ou si c'était le délai de recours au sens large, c'est-à-dire finalement ce délai de 1 mois plus 1 mois, donc jusqu'à l'expiration du délai pour déposer l'exposé complet des moyens. Alors la Cour d'appel de Paris, pendant longtemps, a estimé qu'aucun moyen nouveau ne pouvait être soulevé dans l'exposé complet.
Cependant, la Cour de cassation a mis fin à cette jurisprudence et désormais, il est encore possible de soulever de nouveaux moyens dans l'exposé complet des moyens. Mais en tout état de cause, les moyens qui seraient présentés dans des mémoires en réplique ne sont pas recevables. Alors, la cristallisation porte sur tous les moyens, selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2020, y compris sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, on peut s'interroger sur la solution qui a été adoptée par cet arrêt du 25 juin 2020, Eni Gas Power, où la Cour d'appel de Paris a considéré que la QPC soulevée en dehors du délai de recours n'était pas recevable. On peut s'interroger sur cette solution dans la mesure où le délai d'un mois plus un mois figure dans un texte réglementaire, alors que les dispositions relatives à la QPC et à la procédure et au moment où on peut soulever une QPC sont de nature législative, et ces dispositions prévoient que la QPC peut être soulevée à tous les stades de la procédure. Donc la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée à ce jour. C'est une affaire à suivre. Alors, s'agissant de la forme, comment doit-on présenter le recours? Alors, pendant longtemps, la Cour d'appel de Paris considérait avait imposé un certain formalisme, et si la déclaration de recours était intitulée déclaration d'appel, eh bien, elle considérait que le recours était irrecevable parce qu'il ne s'agit pas d'un appel, mais d'un recours en annulation ou en réformation. Alors, la Cour de cassation, là encore, est venue mettre bon ordre et a mis fin à cette jurisprudence. Les déclarations d'appel sont désormais requalifiées en déclaration de recours en annulation ou en réformation. Et il n'est pas non plus nécessaire de mentionner si le recours tend à l'annulation ou à la réformation de la décision. La Cour d'appel se fonde sur les conclusions des parties et en fonction de ces conclusions, elle voit si on lui demande une annulation stricto sensu ou une réformation. Le recours doit être accompagné de la décision de règlement de différend qui est contestée, mais pas nécessairement de toutes les pièces de la procédure, puisqu'il appartient à l'autorité de régulation de transmettre tout l'ensemble du dossier et l'ensemble des pièces de la procédure à la Cour d'appel de Paris. Le recours, alors, un point important que j'ai oublié de mentionner, c'est que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, que ce soit pour les parties ou pour l'autorité. Mais dans la grande majorité des cas, les parties ont recours à un avocat et également, bien que cette profession ait formellement disparu, à un ancien avoué qui connaît tous les rouages et le fonctionnement de la Cour d'appel de Paris. Donc, très souvent, les parties sont représentées par un ancien avoué et par un avocat qui fera les conclusions au fond. L'autorité, quant à elle, est très généralement également représentée par un avocat. L'autorité de la concurrence, alors on n'est pas dans le champ strict du règlement de différend, mais l'autorité de la concurrence ne fait pas appel, généralement pas appel à des avocats. L'introduction du recours se fait par déclaration écrite auprès du greffe, donc cela paraît assez suranné à notre époque, mais voilà, il faut aller au greffe avec ces 4 jeux d'exemplaires, faire tamponner la première page du recours pour qu'on ait bien la date à laquelle le recours a été déposé et qu'on puisse s'assurer que c'était dans le délai d'un mois. Donc, il faut se déplacer au greffe avec ces 4 exemplaires. Et le recours qui serait envoyé par voie électronique serait irrecevable. Néanmoins, pour le reste de la procédure, il est possible d'utiliser e-barreau pour l'échange des conclusions. Alors, s'agissant des conclusions récapitulatives, on a pu se poser la question de savoir s'il fallait faire des conclusions récapitulatives, les textes spécifiques dans les différents codes ne prévoyant pas particulièrement cette obligation.
Néanmoins, elle est prévue par le Code de procédure civile, dont les dispositions supplétives doivent s'appliquer. Donc, pour les parties, il est fortement conseillé de faire des conclusions récapitulatives, étant précisé que cette disposition du Code de procédure civile, c'est l'article, je crois, 954 du Code de procédure civile, ne s'applique qu'aux parties, et donc l'autorité n'étant pas considérée comme une partie, elle n'a pas cette obligation de faire des conclusions récapitulatives. Je précise d'ailleurs que très généralement, l'autorité ne produit qu'un seul jeu d'observation. Donc finalement, la question se pose assez peu. Cela nous est arrivé de déposer 2 jeux d'observation pour répondre aux mémoires en réplique du requérant lorsque celui-ci contenait des arguments nouveaux auxquels l'autorité estimait qu'elle devait répondre. Alors, le déroulement de la procédure, je passerai assez vite. Donc, nous avons la décision de règlement de différend, nous avons l'exposé sommaire, puis l'exposé complet des moyens. Alors, dans le délai d'un mois entre l'exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens, ou une fois que l'exposé complet des moyens a été déposé, le greffe organise une première audience pour la fixation d'un calendrier de procédure. Donc, l'audience se déroule devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris. Et donc, on va fixer le calendrier des échanges entre les parties et avec l'autorité qui va produire ses observations en dernier. Le requérant aura la possibilité de répliquer à la fois aux conclusions du défendeur et aux observations de l'autorité. Généralement, le calendrier de procédure ne prévoit pas un deuxième jeu de conclusion de la part du défendeur ou de la part de l'autorité. Il est arrivé que le défendeur prenne quand même la liberté de déposer un nouveau mémoire en réponse au mémoire en réplique du requérant. Donc tout cela en dehors du calendrier de procédure. Donc on s'est un peu demandé dans ces cas-là quel était le sort de ce deuxième mémoire. Et la Cour d'appel de Paris a considéré qu'il n'était pas irrecevable. Parfois, elle organise une deuxième audience pour refixer un calendrier pour permettre aux parties et à l'autorité de produire de nouvelles conclusions ou observations, ou bien elle considère que le mémoire n'est pas irrecevable en lui-même et que les parties et l'autorité ont eu la possibilité d'en avoir une connaissance, le cas échéant d'y répliquer, même si c'est en dehors à nouveau du calendrier de procédure. Et donc, à partir du moment où ce nouveau moyen, ou ce nouveau mémoire produit hors calendrier ne contient pas de moyens nouveaux, finalement, il reste dans la procédure et il n'a pas à être déclaré irrecevable. Voilà, donc ça c'est pour l'échange des écritures. Nous avons 15 jours avant la date d'audience de plaidoirie une nouvelle audience devant le magistrat délégué par le premier président. Donc c'est pour accorder les temps de parole aux parties et à l'autorité. L'autorité parle en dernier, donc il y a d'abord le requérant, le demandeur, l'autorité et enfin, j'avais oublié, le ministère public. Après l'audience de plaidoirie, la Cour d'appel de Paris rend son arrêt. Alors généralement, c'est 2 à 3 mois après l'audience de plaidoirie. Alors, s'agissant de la plaidoirie, elle est très généralement suivie par des questions des magistrats. Donc c'est finalement une audience très vivante, puisque les magistrats souhaitent comprendre de quoi on leur parle. Et comme il s'agit de sujets extrêmement techniques parfois, eh bien, ils ont besoin d'avoir un peu d'éclairage de la part d'opérationnels. Donc, généralement, les parties viennent avec des opérationnels qui pourront répondre le cas échéant aux questions de la Cour. Et l'autorité également vient est représentée donc par son avocat, mais vient également avec des opérationnels qui pourront répondre aux questions. Les délais de jugement
eh bien, sont bien plus longs que ce que j'ai pu connaître moi personnellement, où la Cour jugeait en 8 à 10 mois. Aujourd'hui, on est plutôt sur des délais de 18 mois, ce qui peut surprendre lorsqu'on compare ce délai au délai dans lequel l'autorité de régulation est tenue de rendre sa décision de règlement différent. Donc, selon les autorités, ça va de 2 à 8 mois. La Cour d'appel, bien qu'une chambre spécifique ait été créée pour ce contentieux particulier, il faut croire que ce contentieux est... Alors, il n'y a pas que le règlement de différend, il y a aussi toutes les décisions de l'autorité de la concurrence. Donc, ce sont des contentieux nombreux qui font que la Cour est surchargée, et ce qui explique que les délais se sont largement allongés. La Cour a la possibilité de rendre un arrêt avant dire droit, par exemple pour désigner un expert. Alors, ça nous est arrivé une fois, où la décision de l'ARCEP, c'était vraiment au tout début, en 98 ou 99, était vivement critiquée sur le plan technique. Et donc là, la Cour avait estimé qu'il était nécessaire pour elle d'être éclairée par un expert indépendant. Et elle peut rendre également un arrêt avant dire droit c'était le cas notamment dans notre affaire de la région Réunion, pour enjoindre à une partie de mettre en cause un tiers. Alors, l'arrêt, mais on aura l'occasion de le revoir lors de notre second webinaire. L'arrêt, la jurisprudence de la Cour d'appel est une jurisprudence résolument pragmatique, qui va reprendre les standards du contrôle du juge administratif. Donc, elle examine s'il y a eu un vice de procédure, s'il y a eu une erreur de droit. Et pour les questions éminemment techniques, elle va limiter son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, vraiment, l'erreur qui saute aux yeux, l'erreur grave qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Voilà, il y a eu quelques annulations pour vice de procédure, et notamment méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant l'autorité de régulation. J'ai eu un arrêt d'annulation pour erreur de droit, où l'autorité de régulation s'était méconnue sur la portée d'une directive européenne, et donc ce qui avait entraîné l'annulation de la décision de règlement différent. Et là, la Cour avait réformé et avait jugé en droit. C'était vraiment une affaire qui reposait sur des questions de droit. Donc là, la Cour d'appel de Paris avait complètement réformé la décision de l'autorité de régulation. Et il y a eu, à ma connaissance, en tous les cas dans le secteur des communications électroniques, une annulation, donc après cette fameuse expertise, une annulation pour erreur manifeste d'appréciation. Mais c'est un arrêt très, très ancien. Voilà, alors l'arrêt de la Cour d'appel est notifié par lettre recommandée. Et à l'issue donc de cette procédure devant la Cour d'appel de Paris, eh bien, les parties ont la possibilité soit de faire un recours en interprétation, un recours en rectification d'erreurs matérielles, ou bien un pourvoi en cassation. Je rappelle que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à l'autorité de régulation, elle ne peut pas saisir la Cour de cassation, mais en revanche, elle peut produire des observations, donc tout est à l'initiative des parties, sauf dans un cas qui curieusement n'a pas été étendu aux autres autorités de régulation. Le président du CORDIS et le président de la Commission de régulation de l'énergie ont la possibilité, à la différence du président de l'ARCEP ou du président de l'ART, d'introduire eux-mêmes un recours devant la Cour de cassation. Cela n'a pas été étendu, je ne sais pas pourquoi, aux autres autorités sectorielles. J'en ai donc terminé avec cette présentation procédurale, et marquez moi-même, eh bien, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ces sujets.
Pardon, il fallait que je réactive mon micro. Donc, nous avons été un petit peu longs pour la présentation de ces procédures, dont vous voyez quand même qu'elles sont extrêmement particulières, puisqu'il y a bien une grande famille qui est celle du règlement de différend et des recours qui peuvent être formés devant la Cour d'appel de Paris. Et donc, il y a quand même des caractéristiques communes, encore une fois, la compétence du juge judiciaire, la Cour d'appel de Paris qui intervient en tant que juge de première instance, dans un contentieux de la réformation, donc avec des pouvoirs qui lui sont propres. Une particularité quand même par rapport au contentieux administratif classique, qui est que l'auteur de la décision, à savoir l'autorité de régulation, n'est pas partie devant la Cour d'appel de Paris, ne peut pas, sauf exception, se pourvoir en cassation, ce qui est quand même en rupture totale avec ce qu'est le contentieux administratif classique devant les juridictions administratives. Mais pour le reste, ce sont tout de même des règles de procédure qui sont spécifiques à chacune des autorités de régulation sectorielles. Donc, naturellement, les grandes lignes sont les mêmes, mais il y a parfois des différences dans les détails de chacune de ces procédures. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Manifestement, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Donc, je ne sais pas si vous avez des demandes de précision, sachant que donc nous reviendrons donc, dans un deuxième temps, dans un prochain webinaire, sur les modalités concrètes du contrôle de la Cour d'appel de Paris sur ces décisions de règlement différents. Donc, sur la manière dont la Cour d'appel de Paris, encore une fois, de manière assez pointilliste, sans jamais adopter un considérant de principe, comme le ferait par exemple le Conseil d'État, qui aime bien prendre des arrêts qui sont finalement extrêmement pédagogiques, avec 2 ou 3 ou 4 considérants de principe, où il explique une position, une voie de recours qu'il crée, ou la manière de traiter tel ou tel contentieux. Il n'y a rien de tel dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris et dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur les décisions de règlement différents. Toutefois, à travers sa jurisprudence, la Cour d'appel de Paris a défini quelques règles de procédure ou a rappelé ou a appliqué des règles de procédure existantes aux procédures applicables devant les autorités de régulation sectorielle, a également défini ce qu'étaient les pouvoirs de régulation sectorielle, notamment en tentant, et ça n'est pas toujours simple, d'établir une frontière entre ce que sont les pouvoirs de l'autorité de régulation sectorielle et ce que sont les pouvoirs d'un juge qui peut être concurremment saisi, et notamment en matière contractuelle, puisque l'autorité de régulation sectorielle est souvent saisie de problèmes contractuels, mais pour autant, elle n'est pas juge du contrat, et donc toute la question est de savoir ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire en matière de contrat. Et puis, il y a d'autres questions naturellement intéressantes sur lesquelles la Cour d'appel de Paris se sont prononcées, notamment en matière de procédure, sur le respect du principe du contradictoire, la manière de le concilier avec la protection du secret des affaires, toutes questions que nous verrons dans le deuxième webinaire que nous nous proposons d'organiser à l'automne prochain et auquel nous espérons vous voir de nouveau présents. Donc, s'il n'y a pas de questions, je crois que nous allons pouvoir mettre fin à notre réunion, en espérant qu'elle vous aura été utile. Elle a été un petit peu longue, mais comme toujours, en dépit du temps passé, nous avons l'impression que, au regard de la richesse des informations que l'on peut tirer pourtant de ces 200 arrêts, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup d'arrêts, mais il y en a quand même 200, nous aurions pu vous importuner pendant 2 ou 3 heures de plus, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons vous laisser retourner à vos activités normales, en vous souhaitant donc, puisque je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, une bonne journée et pour, j'imagine, la plupart d'entre vous, de bonnes vacances qui ne vont pas tarder à arriver. À bientôt et au revoir. À bientôt. Au revoir.